1919. Un vent d'automne mordant s'engouffre dans les rues étroites du Lower East Side de Manhattan, transportant les odeurs de fumée de charbon, de choux bouillis et de laine humide. Sous les réverbères vacillants de Grand Street, un groupe de garçons se serre autour d'une partie de dés effrénée. Les dés, 2 petits cubes d'os, glissent sur les pavés rugueux, leurs cliquetis perdus dans la cacophonie des cris et des rires. Debout, à l'écart du cercle, adossé à la brique froide d'un immeuble, se tient un garçon qui ne joue pas. Il s'appelle Mayer Suchovliansky, un nom qui sera bientôt limé et américanisé. Il est petit pour son âge, avec des yeux intenses et calculateurs qui ne suivent pas les dés. Ils suivent l'argent. Il observe les billets froissés passer de main en main, notant qui est imprudent, qui est prudent, qui triche. Pour les autres, c'est un jeu de hasard. Pour lui, c'est un système de probabilité, un flux de capital qui peut être compris et par conséquent contrôlé. La partie s'interrompt lorsqu'un groupe plus important de jeunes Italiens s'approche, leur démarche assurée, ouvrant un passage dans la foule. À leur tête se trouve Salvatore Lucania, un adolescent déjà connu dans les rues sous le nom de Lucky Luciano. Il se tient avec une confiance déconcertante, ses yeux sombres et scrutateurs. Sa bande encercle les joueurs de dés, leur présence une demande silencieuse. Le regard de Luciano se pose sur le petit garçon juif qui observe depuis les ombres. Il s'approche d'un pas lent, flanqué de ses hommes de main. « Toi, qu'est-ce que tu regardes ?» La voix de Luciano est rocailleuse, plus vieille que ses années. Mayer ne scie pas. Il soutient le regard de l'Italien. « Le jeu, dit-il simplement. C'est notre rue, poursuit Luciano en s'approchant. Tout le monde dans notre rue paie pour la protection. Il sourit. Tu nous paies et nous nous assurons que rien de mal ne t'arrive. La menace est claire. Les plus jeunes garçons fouillent déjà dans leurs poches, remettant leurs maigres gains. Mayer tient bon. Il n'est pas physiquement imposant, mais une force différente émane de lui. Une certitude calme et inébranlable. « Je n'ai pas besoin de protection, » dit Mayer d'une voix égale, « et je ne la paie pas. » Luciano est décontenancé, personne ne lui parle ainsi. Sa main se serre en poing. « Tu as beaucoup d'audace, petite sale juive. » L'expression de Mayer ne change pas. Il jauge Luciano de haut en bas, non pas avec peur, mais avec le même regard analytique qu'il avait porté sur le jeu de dés. « Vous êtes intelligent, » dit Mayer, ses mots sont précis. « Mais vous utilisez trop vos poings, vous gagnez quelques dollars en rackettant des gamins, vous pourriez gagner de l'argent réel, beaucoup d'argent. » Luciano hésite. La défiance du garçon est intrigante. Ce n'est pas la bravoure d'un imbécile, mais la confiance de quelqu'un qui voit un échiquier différent, un jeu entièrement différent. Ce petit immigrant juif, qui avait fui les pogroms de Grodno avec sa famille quelques années plus tôt, possède une intelligence que Luciano reconnaît immédiatement comme précieuse. C'est le début d'un partenariat qui va remodeler le monde souterrain américain. Mayer Suchovliansky devient Meyer Lansky, et aux côtés du fougueux et charismatique Benjamin Bugsy Siegel, un autre ami du quartier, ils forment le Bugs and Mayer Mob. Alors que d'autres gangs se livrent à des vols à l'arraché et à des bagarres de rue, Lansky dirige leurs opérations avec la précision d'un maître d'échecs. Lui, Siegel et Luciano deviennent des pionniers dans le monde naissant du crime organisé. Ils commencent par le vol de voitures, créant un réseau sophistiqué pour voler et revendre des voitures haut de gamme. Mais avec l'adoption du 18e amendement en 1920, une opportunité en or se présente, la prohibition. Le pays tout entier a soudainement soif, et les gangsters de la vieille école, les Mustache Pete's, sont trop lents, trop liés par la tradition pour en tirer pleinement parti. Lansky y voit non pas un crime, mais une affaire, une question d'offre et de demande. Il organise la logistique, s'approvisionnant en alcool auprès de distillateurs canadiens et de contrebandiers européens. Il calcule les itinéraires de transport, les coûts de corruption et les marges bénéficiaires jusqu'au dernier sou. Siegel fournit la force brute,
un exécuteur terrifiantement violent qui veille à ce que leur cargaison soit protégée et leurs rivaux intimidés. Luciano fournit les connexions, comblant le fossé entre leurs gangs juifs et les familles mafieuses italiennes. Ensemble, ils forment une machine parfaite de cerveau, de muscles et d'influence, amassant des centaines de milliers, puis des millions de dollars. Meyer Lansky, le garçon tranquille qui observait le flux d'argent dans les rues pavées, dirige maintenant un fleuve de richesses illégales, construisant les fondations financières d'un empire qui s'étendra bientôt sur une nation. L'année est 1929. L'air dans la salle de conférence de l'hôtel Président à Atlantic City est épais de fumée de cigares et du murmure grave d'hommes puissants. Dehors, la promenade s'agite avec des touristes profitant du soleil de mai, inconscients du rassemblement à l'intérieur. Ce ne sont pas des vacances, c'est un sommet. Johnny Torrio, l'aîné de Chicago, préside, mais la vraie énergie émane de la jeune génération. Al Capone est là, sa corpulence remplissant sa chaise, sa cicatrice célèbre une entaille livide sur son visage. Et au centre des discussions calmes, se déplaçant entre les factions italiennes et juives, avec une aisance expérimentée, se trouvent Lucky Luciano et Meyer Lansky. Lansky, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, ne porte aucun titre officiel, mais son autorité tranquille est indéniable. Il ne parle pas de guerre de territoire ou de vendetta, mais de chaîne d'approvisionnement, de consolidation de marché et d'investissement futur. Il présente des chiffres sur un grand livre, leur montrant les profits de leurs entreprises de contrebande d'alcool partagées, des profits qui éclipsent ce que chacun d'eux pourrait gagner seul. La prohibition ne durera pas éternellement, la voix de Lansky est calme, dénuée de la vantardise qui emplit la pièce. Le gouvernement reprendra le commerce de l'alcool. Quand cela arrivera, nous devrons être ailleurs. Nous devrons être dans d'autres affaires, des affaires légitimes. Il sème les graines d'une idée qui mûrit dans son esprit depuis des années, une idée qu'il a apprise de son premier mentor, le brillant et énigmatique Arnold Rothstein. Rothstein, l'homme connu sous le nom de The Brain, le cerveau, avait appris à Lansky que le crime organisé devait être géré comme une entreprise. Mais Rothstein avait été assassiné l'année précédente, abattu pour une dette de poker, victime du chaos même qu'il cherchait à contrôler. Lansky avait bien retenu la leçon. Le génie individuel ne suffisait pas. Le système lui-même devait être changé. Le principal obstacle à ce nouvel ordre est la vieille garde, les Siciliens, Mustache Pitts, de New York. Joe, The Boss, Masseria et Salvatore Maranzano sont engagés dans un conflit sanglant et inutile connu sous le nom de « guerre de Castellamarès ». Leur guerre est soit mauvaise pour les affaires. Elle attire l'attention de la police, perturbe les expéditions d'alcool et fait couler le sang dans les rues pour des raisons d'honneur et de tradition que Lansky trouve totalement irrationnelles. Lui et Luciano observent la guerre depuis les coulisses, non pas en tant que participants, mais en tant qu'investisseurs regardant deux entreprises rivales se détruire mutuellement. Le conseil de Lansky à Luciano est patient et précis. Ils ne choisiront pas un camp. Ils choisiront l'issue. Le 15 avril 1931, Luciano dîne avec son patron, Joe Masseria, au restaurant Nuova Villa Tamaro à Coney Island. Le repas est long. À un moment donné, Luciano s'excuse pour aller aux toilettes. Pendant son absence, 4 hommes entrent dans le restaurant. Ce sont Benjamin Bugsy Siegel, Vito Genovese, Albert Anastasia et Joe Adonis. La pièce éclate du rugissement des coups de feu. Lorsque la police arrive, elle trouve Masseria affalé sur sa table, un as de pique serré dans sa main. Masseria étant parti, Maranzano se déclare « capo di tutti i capi », le boss de tous les boss. Il réorganise les familles de New York et prêche un sermon sur la suprématie sicilienne, considérant ses partenaires non italiens comme Lansky, comme utiles mais inférieurs. Lansky sait que c'est un arrangement temporaire. Maranzano n'est qu'un autre Mustache Pitt,
une relique du vieux monde. 5 mois plus tard, le 10 septembre 1931, 4 hommes se faisant passer pour des agents de l'Internal Revenue Service entrent dans le somptueux bureau de Maranzano sur Park Avenue. Ce ne sont pas des agents fédéraux, ce sont les assassins juifs de Lansky, dirigés par Samuel Red Levin. Ils désarment les gardes de Maranzano et abattent le nouveau boss de tous les boss par balle et par coups de couteau. La guerre des Castellamares est terminée. Dans le vide de pouvoir qui s'ensuit, Luciano et Lansky ne s'emparent pas d'un trône. Ils l'abolissent. Ils convoquent une réunion des plus puissants parrains du crime du pays et proposent une nouvelle structure radicale. Il n'y aura pas de chef unique. Au lieu de cela, ils formeront un conseil d'administration, une commission, pour gouverner le monde souterrain national. Elle arbitrera les différends, approuvera les nouvelles entreprises et autorisera des sanctions contre quiconque enfreint les règles. C'est un gouvernement pour les gangsters, un système conçu pour prévenir la guerre et maximiser les profits. C'est la vision d'entreprise de Lansky devenue réalité. Les anciennes méthodes de vendetta personnelle et de voyouterie au niveau de la rue sont terminées. Le syndicat du crime moderne et organisé à l'échelle nationale est né et Meyer Lansky, le discret comptable du Lower East Side, en est le président et le directeur financier invisible. 1936. L'air humide de la nuit à Hallandale, en Floride, est épais du parfum du jasmin et du sel de l'Atlantique voisin. À l'intérieur d'un vaste domaine sans nom, les seuls sons sont le murmure poli des conversations, le tintement de la glace dans des verres en cristal et le doux et constant bruissement des cartes à jouer. C'est l'un des carpe joints de Meyer Lansky, un casino illégal mais impeccablement géré, destiné à l'élite hivernale du Nord. Lansky lui-même se tient dans une alcôve ombragée, un homme petit et discret, dans un costume en lin parfaitement repassé. Il ne boit ni ne joue. Il observe, ses yeux suivent les mains des croupiers, la vitesse des roues de roulette, les expressions sur les visages des responsables de salle. Chaque jeu est une équation mathématique, et il s'est assuré que chaque variable est inclinée en faveur de la maison. Avec l'abrogation de la prohibition en 1933, la principale source de revenus du syndicat avait disparu. Pendant que d'autres paniquaient, Lansky avait déjà préparé le terrain pour la phase suivante. Il voyait l'appétit américain pour le jeu comme un marché aussi vaste et inexploité que l'avait été sa soif d'alcool. Lui et ses associés commencèrent à Saratoga, New York, puis suivirent l'argent vers le sud, en Floride et à la Nouvelle-Orléans. Ils n'ouvrirent pas de bars clandestins miteux dans des arrière-salles, ils établirent des clubs opulents qui offraient l'illusion de la légitimité et de la haute société. Mais cette nouvelle entreprise créa un nouveau problème. L'argent liquide, des montagnes de billets, la monnaie physique provenant des salles de comptage, bien trop importante pour être jamais expliquée aux percepteurs des impôts du Bureau des contributions internes. L'argent était légal en apparence, un client le perdant à une table. Mais l'entreprise elle-même ne l'était pas. Lansky avait besoin de plus qu'un endroit pour gagner de l'argent. Il avait besoin d'un endroit pour le blanchir. Il trouva sa laverie dans les Caraïbes. À 90 milles de vol des quais de Floride se trouvait l'île de Cuba, un paradis tropical mûr pour l'opportunité et la corruption. Son dirigeant, le sergent Fulgencio Batista, était un homme qui comprenait les affaires. Lansky et ses partenaires abordèrent Batista non pas en tant que gangster, mais en tant qu'investisseur. Ils promirent de transformer la Havane en le terrain de jeu des Amériques, de construire des hôtels et des casinos de classe mondiale qui attireraient un flot de dollars touristiques. En échange d'une part substantielle et personnelle des profits, le gouvernement de Batista fournirait des licences, sa coopération et, plus important encore, une absence totale de surveillance financière. Le joyau de la couronne de ce nouvel empire était le Hôtel National de Cuba. Perché sur une falaise surplombant le Malecón, il était le summum du luxe. Le syndicat de Lansky en prit le contrôle de son casino, le rénova
et y installa sa propre direction triée sur le volet. En décembre 1946, Lansky organisa une importante conférence à l'hôtel. Officiellement, c'était un gala pour Frank Sinatra, qui se produisit pour les invités. En réalité, c'était l'un des plus grands sommets de la mafia américaine jamais tenus. Les chefs de toutes les grandes familles s'y rendirent. L'invité le plus honoré arriva par un cargo affrété d'Italie. Lucky Luciano, déporté des États-Unis, mais toujours une figure d'immense pouvoir. Ici, dans leur territoire financier souverain, ils élaborèrent des plans pour l'avenir. Le véritable génie de l'opération cubaine n'était ni le glamour ni les célébrités invitées. C'était l'élégante simplicité du système que Lansky perfectionna, le scheme. Au plus profond du casino, une fois les portes verrouillées et les riches clients retirés, le vrai travail commençait. Dans la salle de comptage, gardée par des hommes personnellement loyaux à Lansky, les boîtes de espèces de chaque table étaient évidées sur de longues tables. Le comptage officiel était effectué en premier. Le montant méticuleusement enregistré pour les livres de l'hôtel et pour les percepteurs de taxes de Batista. Mais une fois cela terminé, le vrai comptage commençait. Un associé de confiance de Lansky prélevait un pourcentage, 10, 20, parfois 40%, directement sur le dessus. Ce flot d'espèces non taxées et non enregistrées était emballé dans des mallettes. Ces mallettes n'étaient pas déposées dans une banque cubaine. Elles étaient transportées par avion sur des jets privés à Miami, où les fonds étaient ensuite canalisés dans un labyrinthe d'entreprises légitimes, immobilier, construction, transport routier, ou distribués directement aux partenaires de la Commission aux États-Unis. Lansky avait créé un pipeline financier international, une machine corporative qui transformait l'argent illégal des salles de jeux de Floride et des casinos cubains en profit propre et intraçable pour un empire du crime. Tant que Cuba était une vache à lait, Meyer Lansky comprenait le risque inhérent à la construction d'un empire sur le sol instable d'un gouvernement étranger. C'était un maître de la diversification et ses yeux se tournèrent vers une étendue de sable aride au milieu du désert du Nevada. L'État avait légalisé le jeu sans restriction en 1931, mais ce n'était encore qu'un coin de province poussiéreux, un arrière-pays de casinos et de saloons de petite envergure. Lansky, cependant, vit ce que d'autres ne voyaient pas. Il vit une future Riviera américaine, un lieu aux frontières même du pays, à l'abri des caprices des dictateurs étrangers, où le métier de jeu pouvait être pratiqué à l'échelle industrielle. Mais cette vision nécessitait un homme de paille, quelqu'un de glamour, de visionnaire et doté d'une certaine ambition téméraire. Pour cela, Lansky se tourna vers son ami le plus ancien et le plus instable, Benjamin Bugsy Siegel. Siegel, avec sa beauté hollywoodienne et ses relations, s'était installé sur la côte ouest pour accroître l'influence du syndicat. Il devint obsédé par l'idée de construire l'hôtel et le casino les plus luxueux que le monde ait jamais vus, un palais rose s'élevant du sol désertique. Il l'appela The Flamingo. Lansky, toujours le financier, vit le génie du concept et obtint le financement. Il alla voir les chefs de la commission, Frank Costello, Lucky Luciano, depuis son exil en Italie, et les autres, et les convainquit d'investir. Le budget initial fut fixé à $1 500 000. Lansky mit sa propre réputation en jeu, se portant garant de son ami d'enfance. Ce fut une erreur de calcul catastrophique. Siegel était un visionnaire, mais pas un homme d'affaires. C'était un narcissique construisant un monument à sa propre gloire. Il exigeait les meilleurs matériaux, important du marbre d'Italie et des palmiers de la côte californienne. Il modifiait constamment les plans, faisant démolir le travail achevé sur un coup de tête. Le budget passa de 1,5 million à 3 millions, puis 4, puis 6 millions de dollars. Pire encore, les comptables de Lansky commencèrent à suspecter que Siegel et sa petite amie, Virginia Hill, n'étaient pas seulement incompétents, mais qu'ils volaient activement, détournant des fonds de construction et cachant l'argent sur des comptes bancaires suisses. Les investisseurs étaient furieux.
Lors de la conférence de la Havane en décembre 1946, pendant que Frank Sinatra chantait dans le grand salon, Lansky rencontra ses partenaires dans une suite privée. L'ambiance était meurtrière. Ils avaient donné des millions à Sigel et tout ce qu'ils avaient à montrer était un hôtel à moitié fini qui perdait de l'argent. « Il nous fait passer pour des idiots ?» grogna un patron. « Il prend notre argent et se moque de nous. » Lansky, calme comme toujours, défendit son ami. « Benjamin est émotif, concéda-t-il. Mais la vision est correcte. Laissez-le ouvrir les portes. Quand l'argent commencera à rentrer, vous récupérerez tout et plus encore. Je vous donne ma parole. » À contre-cœur, ils acceptèrent de donner à Sigel une dernière chance. Le Flamingo ouvrit 2 jours après Noël, en 1946. Ce fut un désastre. L'hôtel lui-même n'était pas terminé, les clients devaient donc loger ailleurs. Une pluie torrentielle cloua au sol les avions privés transportant les amis de Sigel de Hollywood depuis Los Angeles. Le casino perdit $300 000 lors de sa première semaine. 2 semaines plus tard, Sigel le ferma. Il a réussi à obtenir davantage de prêts et à achever l'hôtel, le rouvrant en mars 1947. Cette fois, il a commencé à être rentable. Mais c'était trop peu, trop tard. La commission avait perdu patience et Lansky avait perdu sa capacité à protéger son ami. Les calculs ne tenaient plus. Benjamin Sigel était devenu un fardeau qui dépassait sa valeur en tant qu'actif. La décision a été prise, non dans un accès de colère, mais avec la logique froide et impersonnelle d'un conseil d'administration d'entreprise qui coupe ses pertes. Lansky, lié par les règles de l'organisation qu'il avait contribué à créer, ne s'y est pas opposé. Dans la nuit du 20 juin 1947, Benjamin Sigel était assis sur un canapé en chintz à motifs floraux dans le bungalow de Virginia Hill à Beverly Hills, lisant le Los Angeles Times. La fenêtre derrière lui était ouverte sur l'air chaud de la nuit. Un tireur se tenait dans l'obscurité des rosiers du voisin, visant une carabine M1 de calibre 30. 2 balles ont brisé la fenêtre. L'une a frappé Sigel à la tête, projetant son œil gauche à travers la pièce. Moins de 20 minutes après les coups de feu en Californie, 2 associés de Lansky, Mo Sedway et Gus Greenbaum, sont entrés dans le hall du Flamingo à Las Vegas. Ils ont calmement annoncé au personnel « Nous prenons le contrôle ». La transition a été transparente. L'actif était sécurisé, l'amitié avait été sacrifiée pour le profit, et le mirage désertique de Meyer Lansky était désormais entièrement et profitablement sous contrôle d'entreprise. Les années 50. Meyer Lansky est au sommet de son pouvoir, un empereur invisible présidant un empire de l'argent liquide. Depuis sa modeste demeure de Miami, ou une table tranquille dans un deli de New York, il gère son portefeuille avec la précision détachée d'un magnate de Wall Street. Son réseau est une merveille d'ingénierie criminelle. L'argent prélevé sur le Sands de Las Vegas transite par les fonds de pension du syndicat Teamsters pour financer la construction de nouveaux casinos. Les profits des salles de jeu illégales de Floride sont blanchis via l'immobilier aux Bahamas. Ce n'est pas un gangster au sens traditionnel. C'est un financier multinational dont la principale marchandise est le crime. Il possède des politiciens, des juges et des chefs de police. Non pas par des menaces ouvertes, mais par le pouvoir silencieux et insidieux de l'argent. Son nom est un murmure dans les couloirs du pouvoir, un numéro dans un compte bancaire suisse, un fantôme dans la machine qu'il a si parfaitement conçue. Mais la machine est sur le point d'être attaquée de 2 côtés. La première offensive vient de Washington. En 1951, le comité spécial du Sénat des États-Unis pour enquêter sur la criminalité dans le commerce interétatique, dirigé par un sénateur militant du Tennessee nommé Estes Kefauver, commence une série d'audiences télévisées. Un par un, les gangsters les plus notoires de la nation sont exhibés devant les caméras, leurs personnalités de durs à cuire s'effritant sous les projecteurs et les questions incessantes. Lorsque Meyer Lansky est appelé à témoigner, le comité s'attend à un autre voyou en costume rayé. Au lieu de cela, il trouve un homme au parler doux, presque professoral, en costume d'affaires conservateur. Il est assis devant eux, calme et posé.
Il répond à leurs questions par des déviations soigneusement formulées et une ignorance feinte. D'où vient son argent? De petits investissements légitimes? Est-il à la tête d'un syndicat national du crime? L'idée est absurde. Il n'est qu'un homme d'affaires à la retraite. Il joue le rôle de l'humble immigrant juif qui a réussi. Il frustre les sénateurs, tournant autour de leurs questions juridiques. Mais le comité Kefauver porte un coup irréparable. Pour la première fois, il braque un projecteur national directement sur Meyer Lansky, dépouillant l'anonymat qui a été son plus grand bouclier. Les agences fédérales, en particulier l'Internal Revenue Service et le Federal Bureau of Investigation, sous J. Edgar Hoover, qui avait longtemps nié l'existence d'une mafia nationale, ont désormais un nom et un visage pour leur ennemi public numéro 1. Le long et lent processus de démantèlement de son empire a commencé. Le second coup, plus catastrophique, vient du Sud. À la fin des années 1950, les opérations cubaines de Lansky génèrent des centaines de millions de dollars par an. Le syndicat a investi massivement, construisant de nouveaux hôtels casinos éblouissants comme le Riviera et le Capri. La Havane est leur banque privée et leur terrain de jeu. Ils croient que leur partenaire, Fulgencio Batista, est invincible, son régime soutenu par leur argent et le soutien américain. Ils prêtent peu d'attention aux reportages sur une bande de révolutionnaires barbus dans la Sierra Maestra, dirigée par un avocat nommé Fidel Castro. Pour eux, c'est une nuisance politique mineure, un feu de broussailles que l'armée de Batista éteindra sûrement. Le feu se propage. La rébellion de Castro gagne le soutien populaire. Le régime de Batista, rongé par la corruption même que Lansky a exploitée, commence à s'effriter de l'intérieur. Dans la nuit du 31 décembre 1958, les casinos du syndicat à la Havane sont bondés. De riches touristes américains et de hauts responsables de la mafia boivent du champagne et célèbrent le Nouvel An. La fête bat son plein lorsque la nouvelle se répand comme un virus dans les salles bondées. Batista a fui le pays. Il a embarqué dans un avion juste après minuit avec sa famille et 100 millions de dollars en espèces. La panique éclate. La musique s'arrête. Les directeurs de casinos passent des appels frénétiques, essayant de sécuriser l'argent des coffres. Les fêtards, sentant le danger, se précipitent vers les sorties. En quelques heures, les rebelles victorieux de Castro entrent à la Havane. Le peuple cubain, célébrant la fin d'une dictature méprisée, envahit les rues. Il voit les opulents casinos non pas comme des stations balnéaires glamour, mais comme des symboles de leur humiliation nationale et de la corruption qui a enrichi la mafia et Batista pendant qu'ils mouraient de faim. Ils prennent d'assaut les halls du National et du Riviera. Ils brisent les machines à sous avec des marteaux, arrachent le feutre des tables de jeu et brisent les lustres. Meyer Lansky, depuis sa maison en Floride, ne peut que regarder les reportages pendant que son rêve cubain, le cœur financier de toute son entreprise, est complètement détruit. Plus de 300 millions de dollars de capital du syndicat disparus en une seule nuit. La parfaite blanchisserie était fermée, définitivement. 1970. Le bourdonnement du climatiseur du Tel Aviv Hilton ne fait pas grand-chose pour atténuer la chaleur oppressive de juillet. Meyer Lansky est assis sur le balcon de sa suite, contemplant la Méditerranée. Il a 68 ans, un homme petit et vieillissant, voûté en permanence et aux yeux fatigués. Il lit les journaux américains, suivant la bourse et les dernières nouvelles de Washington. Pour les autres clients de l'hôtel, il est Monsieur Meyer, un Américain juif discret et retraité, venu passer ses dernières années dans la patrie. Mais le gouvernement israélien sait exactement qui il est, tout comme les hommes, en costume sombre, qui l'observent depuis l'autre côté du hall et dans des voitures banalisées garées dans la rue. Ce sont des agents du Federal Bureau of Investigation et de l'Internal Revenue Service, une nouvelle génération de chasseurs qui ont passé toute leur carrière à démêler la toile qu'il a tissée il y a des décennies. La perte de Cuba fut une apocalypse financière, mais le système juridique américain représentait une menace plus lente et plus méthodique. Pendant des années, le ministère de la Justice, armé de nouvelles lois et d'un sens renouvelé du devoir, avait érodé
l'empire de Lansky. Ils ont inculpé ses coursiers, retourné ses lieutenants et utilisé des accusations d'évasion fiscale, la même arme qui a fait tomber Al Capone pour démanteler méthodiquement ses opérations. En 1970, face à une mise en accusation fédérale pour détournement de profits de casino à Las Vegas et à une accusation distincte d'évasion fiscale sur le revenu, Lansky a fait son dernier mouvement. Il a fait une seule valise et, utilisant son propre passeport, a embarqué sur un vol commercial à destination d'Israël. Il a invoqué la loi du retour, le statut israélien qui accorde la citoyenneté automatique à tout juif souhaitant immigrer. Il s'est présenté comme une victime de persécution de la part du gouvernement américain, un sioniste dévot cherchant refuge. Il a fait des dons à des œuvres de charité israéliennes et a assisté à la synagogue, jouant le rôle du vieil homme pieux. Pendant 2 ans, il a vécu dans un étrange limbe, un homme sans pays. Le gouvernement israélien était pris dans un étau diplomatique. D'un côté, il y avait le principe fondateur de leur État en tant que refuge. De l'autre, il y avait une immense pression des États-Unis, leur allié le plus puissant, pour extrader l'un des criminels les plus recherchés au monde. L'homme qui menait la chasse américaine était Vincent Vinnie Teresa, un mafieux de haut rang de la famille criminelle patriarcat de la Nouvelle-Angleterre, devenu témoin du gouvernement. Teresa n'avait jamais rencontré Lansky, mais il connaissait ses systèmes. Il s'est assis avec des agents fédéraux pendant des mois, expliquant en détail comment fonctionnait le détournement, comment l'argent passait des casinos aux coursiers, puis aux banques étrangères. Il était la pierre de Rosette qui a permis au FBI de déchiffrer enfin le langage de l'empire financier de Lansky. Armé de ces informations, le ministère de la Justice a construit un dossier en béton et a officiellement demandé l'extradition de Lansky. La Cour suprême israélienne s'est saisie de l'affaire. Les avocats de Lansky ont soutenu que ces crimes étaient d'ordre fiscal et non moral et qu'il était un bienfaiteur pour l'État juif. Mais la Cour, craignant de faire d'Israël un sanctuaire pour les criminels internationaux, s'est finalement prononcée contre lui. En novembre 1972, Meyer Lansky, le génie financier qui avait autrefois commandé un empire s'étendant de New York au Nevada et à la Havane, a été placé dans un avion et renvoyé à Miami pour faire face à la justice. Il est descendu de l'avion à l'aéroport international de Miami sous un déluge de flashs d'appareils photo et une nuée d'agents fédéraux. Il avait l'air frêle et fatigué, plus ressemblant à un grand-père à la retraite qu'à un cerveau criminel. Il a été arrêté sur le champ et s'est vu présenter une volée d'accusations qui auraient pu l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Mais Meyer Lansky avait passé toute sa vie à se préparer pour ce moment. Son nom ne figurait sur aucun document. Aucun témoin n'a jamais pu le placer dans une pièce où un ordre illégal était donné. Ses actifs étaient enfouis sous tant de couches de propriétés d'entreprises et de comptes offshore que même les comptables fédéraux les plus tenaces ne pouvaient pas les trouver. Il avait construit une forteresse de déni plausible et maintenant il s'y était retiré. 1974. La salle d'audience stérile, lambrissée de bois, à Miami, est silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers. Meyer Lansky est assis à la table de la défense, une silhouette diminutive perdue dans un costume trop grand. Il semble à moitié endormi, la tête baissée, les mains posées sur une canne. Il ressemble moins à un accusé qu'à un spectateur fatigué qui se serait égaré dans la mauvaise pièce. Les procureurs fédéraux présentent leur affaire, un récit tentaculaire de conspiration et de fraude fiscale s'étendant sur des décennies et des continents. Ils ont des écoutes téléphoniques, des registres financiers et le témoignage d'informateurs. Ils parlent de millions de dollars détournés du Flamingo et acheminés par un réseau byzantin de sociétés écrans et de banques étrangères. Ils décrivent l'œuvre d'une vie d'un visionnaire criminel, l'architecte d'un empire financier. Et pourtant, l'homme qu'ils désignent, ce vieil homme frêle, semble totalement déconnecté de leur histoire. C'est le dernier chef-d'œuvre de Lansky. Le principal témoin du gouvernement contre lui dans l'affaire de détournement de fonds à Las Vegas, un directeur de casino nommé Vincent Fat Vinnie Gigliotti,
développe un cancer de la vessie en phase terminale. Son témoignage délivré depuis un lit d'hôpital est jugé inadmissible. L'affaire s'effondre. Dans son procès pour évasion fiscale, le témoin vedette du gouvernement est un informateur payé dont la crédibilité est systématiquement détruite par les avocats de la défense de Lansky. Après un long procès, le jury délibère pendant un peu plus de 9 heures avant de rendre son verdict, non coupable. Meyer Lansky, l'homme que le gouvernement avait qualifié de président du conseil d'administration du syndicat national du crime, sort du palais de justice libre. Il a déjoué et survécu à tous ses ennemis. Ses dernières années sont passées dans un exil auto-imposé, dans un modeste condominium à Miami Beach. Il devient une sorte de célébrité locale étrange, un fantôme d'une époque révolue. Les touristes le montrent du doigt, alors qu'il promène son petit terrier blanc, Fifi, lors de promenades lentes et hésitantes le long de Collins Avenue. Des agents fédéraux continuèrent de le suivre, garant leur berline banalisée de l'autre côté de la rue, leurs jumelles braquées sur sa fenêtre. Ils espèrent une rencontre, un appel téléphonique, une seule erreur qui révélera les secrets de sa fortune cachée. L'erreur n'arrive jamais. Il passe ses journées à lire le Wall Street Journal, à rencontrer ses petits-enfants et à manger dans des delis locaux. Lorsque des journalistes le coincent occasionnellement, il est poli, mais ferme, une figure grand-paternelle se plaignant de sa santé et niant tout. « Il me pourchasse depuis 50 ans, dit-il à un journaliste, la voix sèche et rauque. Et ils n'ont rien trouvé. Le grand mystère, c'est l'argent. Où est-il passé ? Le Federal Bureau of Investigation estime sa fortune personnelle à plus de 300 millions de dollars. Un chiffre qui en ferait l'un des hommes les plus riches du pays. Il le trague sans relâche, envoyant des agents en Suisse, au Panama et à Hong Kong. Il ne trouve que des impasses et un labyrinthe de voiles corporatifs qu'il avait construit un demi-siècle auparavant. L'argent n'est nulle part, et pourtant il est partout, absorbé par le système financier mondial si parfaitement qu'il est devenu invisible. Lansky lui-même rit des estimations, affirmant qu'il est presque fauché, sa fortune perdue à Cuba et dilapidée dans de mauvais investissements. Le 15 janvier 1983, à l'âge de 80 ans, Meyer Lansky meurt d'un cancer du poumon dans un hôpital de Miami. Sa famille organise des funérailles discrètes. Après sa mort, ses héritiers et le FBI, toujours aux aguets, découvrent enfin son testament. La succession de l'homme considéré comme le génie financier de la pègre, le banquier de toute la mafia américaine, est estimée à 57 000 $. C'est sa dernière blague méprisante. Il n'a jamais été le muscle comme Bugsy Siegel ou le visage public comme Al Capone. Il portait rarement une arme et son nom n'était jamais prononcé à voix haute dans les cercles où il détenait le plus de pouvoir. Son arme était un grand livre, son champ de bataille le flux subtil du capital. Meyer Lansky était le fantôme ultime, un homme qui a bâti un empire dans l'ombre, puis a fait disparaître l'empire et lui-même, ne laissant derrière lui qu'une légende et la question sans réponse de savoir s'il était le plus grand génie criminel de l'histoire américaine ou simplement celui qui a été assez intelligent pour ne jamais rien écrire.